c'est vrai que nous sommes des êtres spirituels. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent à traverser notre société qui est tellement en difficulté, tellement en souffrance, sont ceux qui ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui les tire vers le haut, quelque chose de plus grand que nous. Mais c'est très important de garder les pieds sur terre, parce que nous sommes des êtres humains ancrés sur terre, et la terre est là pour nous permettre d'expérimenter nos intentions, nos actions, pour savoir qui nous sommes vraiment. Merci d'être avec nous. Voici une belle émission parce que j'avais très envie de recevoir l'invité qui vient de s'installer sur ces canapés. Depuis longtemps, on échangeait de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et puis là, voilà, magie, elle est là. Et je suis très content de parler. On va parler de plein de choses, notamment de son parcours sportif que vous connaissez, évidemment, de ses titres que vous connaissez, bien sûr. Elle a fait vibrer et défendu si bien les couleurs du drapeau national. S'appelle Muriel Helmine, elle est installée sur ces canapés. Bonjour Muriel. Bonjour, quel bonheur d'être là, merci infiniment. Je suis ravi. Oui, Muriel Helmine, on parle de natation synchronisée, on parle évidemment de son parcours, championne du monde de natation synchronisée, créatrice des spectacles, on va en parler de ces spectacles internationalement connus, évidemment. Et puis on va parler de cette dimension spirituelle, Muriel. Vous êtes spirituelle. Et oui, on peut être sportif, donc très ancré dans la réalité, dans la performance, et en même temps chercher un sens à la vie. Ouais. Vous l'avez trouvé aujourd'hui ? Ah oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'à l'époque de votre carrière sportive au plus haut niveau, vous aviez aussi cette dimension spirituelle ? Eh bien, ce rapport à la spiritualité ? Oui, cette quête a démarré lorsque j'ai échoué aux Jeux Olympiques. Parce que j'avais tellement fait tout ce qu'il fallait, tout ce qu'on me demandait de faire, je n'ai pas compris pourquoi j'ai perdu aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Et à mon retour, je me suis dit, mais à quoi ça sert de vivre ? Quel est le sens que je peux donner à ma vie ? Et c'était le début d'une quête, d'un parcours qui m'a conduite à faire beaucoup de choses. Mais j'ai compris que tout ce parcours et toutes ces expériences de vie m'ont amené à être d'abord qui je suis aujourd'hui et à me consacrer beaucoup à l'accompagnement des jeunes. La phrase est forte quand vous dites « à quoi ça sert de vivre ?» C'est-à-dire que cette expérience, ces Jeux Olympiques de Séoul en 88, vous mettent dans cet état-là. Oui. Oui, parce que dans ma discipline, pour atteindre une médaille mondiale ou olympique, il faut s'entraîner 7 heures par jour. Ouais. Ce qui veut dire que pour 3 minutes 30 de performance, vous allez travailler 1800 heures dans l'année. Et quand vous vous levez tous les matins en vous disant « allez, j'y vais », même quand vous en avez pas envie, que vous êtes fatigué, qu'il n'y a plus de courage, vous dites « la médaille elle est au bout ». Il suffit d'aller la chercher. Quand vous arrivez au bout et que vous êtes au pied du podium, c'est très très dur. Ouais, c'est très compliqué. Alors il y a un livre, il y en a eu d'autres bien sûr, mais il y a celui-ci avec nos amis du Lotus et de l'éléphant, la sirène. Et là, le papillon, parce que c'est en duo, c'est un 4 mains, comme on dit, avec Sandrine Muller, qu'on a reçu. Vous pourrez regarder l'émission, on vous mettra le lien également dans le descriptif de la vidéo. On a déjà reçu Sandrine ici. Et alors, je voudrais juste prendre 1 minute pour dresser le tableau et les performances de Muriel Helmine. Écoutez bien, 13 titres de championne de France, vous me dites si je dis une erreur, hein. Quadruple championne d'Europe, médaille de bronze au championnat du monde de Madrid. Oui. 3 finales olympiques. Il y a eu Los Angeles en 84, Séoul, vous l'avez dit, en 88. Championne du monde vétéran. Oui. Je savais même pas que ça existait, ça. Si. Toujours dans votre discipline, bien sûr, hein, la natation synchronisée. C'était en Russie. Oui, absolument, à Kazan. À Kazan, précisément. Décoré de l'Ordre national du mérite et de l'insigne de chevalier de l'Ordre des arts et des lettres, c'est la classe. Non, mais sérieux. Oui, enfin, c'est très pompeux, mais c'est la classe. Oui, je sais pas. Qu'est-ce que vous en faites de cet insigne ? Pas grand-chose. C'est vrai ? Oui, vraiment. Vous portez pas non, ou... non, je le porte pas parce que c'est une reconnaissance de mon pays, donc j'y suis très attachée et je trouve ça génial. Mais encore une fois, ça ne symbolise pas qui je suis. Et du coup, je trouve que le porter, ça va pas avec ma personnalité. Bon, il y a cette décoration, on l'a dit, il y a tous ces titres, il y a même un lieu, il y a la piscine qui porte votre nom, hein, près de Béziers, c'est la piscine Muriel Helmine, à Servian. Oui, absolument. Il y en a une aussi à Garges-les-Gonesse. Il y en a une à Garges-les-Gonesse. Il y en a une à Tours. Il y a eu les spectacles. Il y a eu les grands spectacles aquatiques. Wow. Spectacle aquatique incroyable avec Cirella, Crescendo, Freedom.
tout à fait. Tous ces spectacles. Et puis, il y a eu aussi la radio, les conférences encore, la création de l'ONG, le livre, les livres, etc., etc. Est-ce que de temps en temps, vous regardez un peu le parcours et vous dites, pas mal quand même? Ah oui, souvent, parce que je pense que c'est le parcours qui m'inspire ce que je fais aujourd'hui. Et finalement, souvent, je suis revenue en arrière pour essayer de comprendre pourquoi j'avais pris ces décisions, etc. Et il y a deux choses énormes qui ressortent à chaque fois pour moi. La première, c'est que finalement, je suis toujours allée là où je sentais que j'étais inspirée. Un appel? Oui, je dirais presque aspirée pour faire des choses. Et la deuxième raison, c'est parce que ce sont les grands échecs de ma vie qui m'ont le plus appris. Et j'ai compris que gagner, c'est très facile parce que ça caresse l'ego, c'est très agréable. Mais la force et je pense que ce qui fait la force mentale, la force physique d'un parcours, c'est les échecs que vous rencontrez et la façon avec laquelle vous les transformez pour en faire des forces pour avancer un peu plus loin. Alors, il s'est passé entre cette période d'échec et aujourd'hui, il y a quelques années, évidemment, mais lorsque l'échec est là, lorsque vous êtes face à cet échec-là, comment vous gérez la situation? Je peux donner un exemple concret. Je pense que ce sera plus simple Absolument. que de dire des grands principes. Sportivement, mon plus grand échec a été donc Séoul, ce que je vous disais. Parce que tous les matins, d'abord, juste avant Séoul, il faut comprendre que il y a eu les championnats d'Europe, qu'il y avait 3 titres à remporter et que j'ai remporté les 3 dans les 3 disciplines, catégories de ma discipline, c'est-à-dire l'individuel, le duo et l'équipe. Et quand je suis montée sur le podium pour le dernier titre en individuel, vous savez, ce qui fait la force d'une médaille dans un sport amateur, c'est pas l'argent. On court pas après l'argent, il y en a pas. Donc, ce moment sublime où nous sommes sur le podium, où on nous passe la médaille, où le public se lève et chante la Marseillaise, pour nous, avec nous, il y a une telle communion, c'est tellement fort que c'est ça notre récompense. Ce moment d'émotion unique que même l'homme le plus riche du monde ne peut pas s'offrir. Et du coup, à cette compétition-là, j'étais sur le podium. On était dans ce moment de communion totale, en train de chanter la Marseillaise, et la bande son dans l'appareil s'est cassée. Donc vous imaginez, tout d'un coup, la musique s'arrête. Donc les gens se rassoient. Le silence se fait sur la piscine, les gens se mettent à chuchoter, mais tout le monde attendait qu'il se passe quelque chose. Le technicien arrive. Alors, les gens qui nous écoutent vont dire, mais c'était au Moyen-Âge, parce que c'était les cassettes qui étaient dans les magnétos. Donc, le technicien arrive, essaye d'ouvrir le capot du magnéto pour sortir la cassette et en mettre une autre, mais c'était bloqué. Aïe, aïe. Donc, impossible de relancer la Marseillaise. Et j'attends comme ça, debout, avec ma médaille, ce sentiment quelque part, on me prenait ma récompense. Cet instant-là, ah oui, bien sûr, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un, exactement. Et tout d'un coup, dans ce silence, je vois un homme qui se lève et qui commence à chanter la Marseillaise a cappella. Wow, j'ai des frissons. Et un deuxième, et un troisième. Et tout d'un coup, 2000 personnes se sont levées et m'ont offert le moment le plus extraordinaire de toute ma carrière. Magnifique. À ce moment-là, quand je suis descendue du podium et que j'ai regardé ma médaille, je me suis demandé ce que le sport pourrait m'offrir de plus beau que cet instant-là. Et à cet instant-là, j'ai compris que j'avais, touché mon étoile. J'avais atteint un tel sentiment de complétude et de récompense que je me suis dit, ça sert plus à rien maintenant de continuer à s'entraîner 7 heures par jour. J'ai touché mon rêve, j'ai touché ce que je cherchais. Et surtout, j'ai compris que toute ma vie, je cherchais la reconnaissance de mon père. Et que je me rappelle quand j'avais 12 ans et que je rentrais chez moi avec ma première petite médaille, j'étais encore une gamine, j'étais tellement fière, j'ai ouvert la porte, au bout du couloir, il y avait mon père qui m'a vu, il a tourné les talons et il est allé s'asseoir sur le canapé. Donc j'ai pas entendu à 12 ans ce que j'avais besoin, envie, c'est-à-dire de l'amour, de la reconnaissance. Est-ce que vous savez pourquoi il a eu ce comportement? Oui, parce que lui-même a eu une enfance compliquée. Donc, toute ma carrière sportive, j'ai attendu de mon père quelque chose qu'il ne pouvait pas me donner, parce qu'il ne connaissait pas lui-même, il ne l'avait pas reçu. Et du coup, à cette compétition,
européenne, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la reconnaissance de mon père ou est-ce que c'est la reconnaissance de 2000 anonymes que je reverrai probablement jamais dans ma vie, mais qui m'ont offert le moment le plus merveilleux de ma vie. Et là, je me suis dit, j'arrête. Maintenant, je suis capable de sortir de l'eau et puis de marcher dans le monde des hommes vers un autre projet, une autre vie de jeune, quoi. Le problème, c'est que je suis arrivée à la fédération, j'ai dit j'arrête, et un mur s'est dressé devant moi. Tout le monde m'a dit, mais Muriel, tu peux pas t'arrêter. La seule médaille qui te manque, c'est la médaille des Jeux Olympiques. Et je disais, ouais, mais au fond de moi, je sais, c'est fini. C'est fini. Ce combat-là est terminé. J'aspire à autre chose. Et tout le monde me disait, mais non, mais tu peux pas t'arrêter. Est-ce que tous les sportifs de haut niveau qui ont des titres comme vous, à un moment donné, ressentent cette cassure-là en disant stop? Et de cette manière-là, à votre avis? Je peux pas parler à la place des autres. Certains, oui. D'autres s'arrêtent sur un grand succès. Donc forcément, il y a une espèce de complétude, de joie, etc., qui fait que vous partez dans la vie, vous êtes fort. Moi, je sais que du coup, j'ai décidé de reprendre la compétition, de continuer jusqu'à Séoul, de m'entraîner comme une malade pour être sur le podium olympique et de terminer au pied du podium, 4e. Et comment je l'ai vécu? Moi, c'était l'effondrement. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais au début, j'ai pas compris pourquoi. J'ai fait ce qu'on vous me demandait de faire. Je me suis entraînée autant que j'ai pu. Je me suis fait violence même parce que le sport de haut niveau, il faut comprendre que c'est lourd à porter quand même. Hein. Et j'avais échoué. Donc je suis tombée en dépression. Et je pense que j'ai été en dépression pendant 10 ans. Et finalement, à un moment, je me suis arrêtée et je me suis dit, mais attends, est-ce que tu es une victime de la décision des autres? Ou est-ce que t'es pas un peu responsable aussi de ce qui t'est arrivé? Et vous savez, quand on refait le chemin en arrière, comme un film qu'on enroule pour le dérouler de nouveau au ralenti, voilà, on se pose des questions, etc. Eh ben oui, j'ai échoué. Par ma faute, pour 3 raisons principales que je n'ai jamais oubliées de toute ma vie après. La première, c'est que quoi qu'on veuille faire dans la vie, il faut prendre soin de soi. Et moi, j'ai pas pris soin de moi. À quel niveau vous n'avez pas pris soin de vous? C'est-à-dire que vous n'avez pas écouté votre corps? Voilà. Mon corps me disait, j'avais mal au dos, j'avais pas mal de problèmes articulaires, etc. Et pourtant, j'y allais tous les jours, je me disais, allez, ça va passer. Quand on sent que ça bloque, c'est dur, le mental, surtout les sportifs de haut niveau, ont un mental de compétiteur, quoi, très fort. Et je me disais, ça va passer, allez, t'écoutes pas, etc., etc., etc. Et puis la réalité, c'est que je suis tombée malade la veille des Jeux Olympiques, au moment où il fallait pas que ça m'arrive, que tout s'est effondré et que ça a engendré, l'échec, etc. Donc, les 3 points, vous disiez, 1, écouter son corps. Voilà. 2, je n'ai pas assumé ma décision. C'est-à-dire, je voulais arrêter, j'ai pas trouvé le courage de l'assumer. Et je suis allée là où les autres voulaient que je sois et pas là où je sentais que c'était bon pour moi. Et dans la vie, il y a 2 écoles. Une école qui dit qu'on a toujours le choix et une école qui dit qu'on n'a jamais le choix. Mais moi, je pense qu'on a toujours le choix, y compris celui de ne pas choisir. Parce que le non-choix est un choix. C'est vrai. Et la problématique, c'est que quand vous ne choisissez pas, vous laissez un espace vide et la vie a horreur du vide. Donc, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont venir sur votre chemin pour vous inciter à prendre tel chemin plutôt que tel autre. Donc ça, c'était la 2e. Et la 3e raison pour laquelle j'avais échoué, c'est parce que toute ma préparation, comme j'étais pas motivée, que j'avais plus cette flamme à l'intérieur de moi, cette énergie positive qui m'emmenait à aller m'entraîner tous les jours, je m'étais dit, il faut que je change quelque chose dans mon entraînement. Et sur 7 heures d'entraînement par jour, je me suis dit, OK, au niveau mondial, artistiquement, j'étais reconnue comme étant la meilleure. Techniquement, mes adversaires étaient meilleurs. Donc sur 7 heures, mes adversaires techniquement étaient là. Je me suis dit, moi je suis à peu près là. Je vais donc m'entraîner 5 heures par jour, la technique, pour arriver à leur niveau. Et avec mon point fort, l'artistique, évidemment, je gagnerai les Jeux Olympiques. Donc pendant 1 an, non seulement j'étais pas plus motivée, mais en plus je n'aimais pas ce que je travaillais. Parce qu'on n'aime pas travailler nos faiblesses. Même si la société passe son temps à nous mettre le nez dans nos faiblesses, à nous dire tu dois progresser, etc. Et jamais à capitaliser sur ce que sont nos forces. Moi, j'ai travaillé mes faiblesses. Et je suis arrivée, effectivement, techniquement, j'étais au même niveau que mes adversaires,
Et le problème, c'est qu'elles étaient plus là. Elles étaient là toujours. Parce qu'elles avaient continué à travailler ce qui était leur force, leur talent naturel. Et là, j'ai pris conscience que dans la vie, on ne réussit qu'en capitalisant sur ses talents, sur ses forces, et non pas en essayant de gommer ses faiblesses. On peut toujours les travailler, mais on restera toujours moyen. Il y aura toujours des gens meilleurs que vous sur vos faiblesses. En revanche, si la vie a mis entre nous, en nous des talents, c'est parce que c'est ça que nous devons apporter au monde, sur lesquels nous devons travailler pour briller, pour voilà, illuminer. Alors, la question qu'on se pose, c'est que à l'époque, et quand on est au niveau et qu'on prépare les Jeux Olympiques, on est coaché. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vous entourent, il y a des gens qui vous managent, et on vous prévient pas, on vous explique pas qu'il faut avoir effectivement un état d'esprit différent. Oui, alors ça fait vieux machin, mais à mon époque, on avait le choix d'être coaché ou pas. Ouais. C'est-à-dire de pouvoir bénéficier d'un accompagnement sophrologie, etc. Et moi, je l'avais refusé. Ah, vous avez refusé. Oui, ça. parce que je ne voulais pas donner la main à quelqu'un sur mon mental, sur mon esprit. Je voulais pouvoir gérer seule ma carrière et ma progression, et ça me faisait très peur. Je me disais, c'est qui ces gens qui pénètrent quelque part dans mon cerveau et qui vont, je sais pas, m'emmener je ne sais où, peut-être là où je ne voulais pas aller, probablement. Et donc, du coup, je l'avais refusé. Ça. Ah oui, d'accord. Okay. Maintenant, tous les sportifs de haut niveau sont suivis physiquement, alimentaire, psychologique, etc. Ouais, etc. Bon. En tout cas, le palmarès est beau. Oui, non, mais je regrette rien. Clairement. Et encore une fois, cet échec de Séoul a été un enseignement tellement grand. D'abord, je pense qu'il me fallait ça pour redescendre et revenir à un peu d'humilité. Ah. Parce que quand vous gagnez, encore une fois, vous vous dites, waouh, mais je suis puissante, quoi. Le monde est à mes pieds. Et c'est bien de revenir à quelque chose. Et puis il y a la transition après, la reconversion du sportif est super compliquée. Et dans le sport de haut niveau, au moment où vous arrêtez, tout s'écroule. Parce que tant que vous êtes sportif de haut niveau, vous êtes encadré, protégé, un espèce de cocon qui est hors de la société. On règle tout pour vous. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'être performant et de gagner des médailles. Bien sûr. Mais le jour où vous retirez de cet univers-là, mais tout s'arrête. Donc finalement, à 15 ans, j'ai quitté ma famille pour aller m'entraîner à l'INSEP. J'ai déjà perdu ma famille de sang, je dirais. Et à 25 ans, quand j'ai arrêté après les Jeux Olympiques de Séoul, j'ai perdu ma deuxième famille du jour au lendemain. Donc à chaque fois, c'est comment on se reconstruit, comment on avance finalement, en comprenant que finalement, face aux grandes décisions de votre vie, vous êtes toujours tout seul. Alors aujourd'hui, on a une Muriel Hermine qui est quand même très spirituelle, qui est quand même très ancrée, qui est quand même qui a une petite dose de rêverie aussi. Est-ce que ça, c'est la maturité qui vous permet aujourd'hui d'avoir ce recul sur la vie, cette distance et cette dimension, on va dire, spirituelle, ou est-ce que vous l'expliquez d'une autre manière? Je pense que c'est cette quête depuis l'âge de 20 ans de dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Est-ce que ça vaut le coup de vivre? Et quel sens je vais donner à ma vie? Et quand vous vous posez ce type de questions, c'est important de rester ouvert. Au début, je cherchais des réponses, je les cherchais absolument, donc je lisais beaucoup, j'ai commencé à lire des livres à 20 ans sur Alan Kardec. Donc voilà, je plongeais vraiment dans cet univers. Je trouvais certaines réponses qui me satisfaisaient, mais pas vraiment le fond. Et finalement, quand vous cherchez, les réponses viennent. Pas forcément de qui vous le pensez ou de la direction vers laquelle ça veut vous emmener. Enfin, vous voudriez aller, mais elles viennent. Vous prenez pas. Et j'ai pris. Vous avez pris. Alors ce livre. Oui. D'abord la rencontre avec Sandrine qui est ici, Sandrine Muller. Comment est-ce que vous connaissez? Eh bien Sandrine, j'ai eu pendant 2 ans une chaîne YouTube sur laquelle justement je faisais de l'accompagnement en coaching et j'avais envie d'accueillir sur l'émission que j'animais une personne qui était un petit peu branchée, spirituelle, etc. Et j'ai regardé, j'ai invité plusieurs personnes et c'est Sandrine qui finalement est venue et on s'est très bien entendu. On a fait plusieurs émissions ensemble et ce qui est fantastique avec Sandrine, c'est que d'abord nous sommes devenus amis, donc on est parti à aborder plein de sujets.
Et nous sommes finalement aux deux extrémités d'un spectre. C'est-à-dire que, bon, Sandrine Muller est chamane, guérisseuse, elle forme beaucoup de thérapeutes, mais elle a quand même les pieds ancrés sur terre parce qu'elle a monté son entreprise, etc. Donc, je veux dire, elle a quelque chose quand même d'ancré. On peut pas dire qu'elle est perchée là-haut et que voilà, elle descend jamais. C'est vrai. Et de mon côté, en tant que sportive, avec tout mon parcours, j'ai quand même beaucoup les pieds sur terre, avec la performance, la persévérance, le courage, etc. C'est mon quotidien. Mais dans ce quotidien très matérialiste, très terrestre, j'ai toujours eu cette quête. Et on s'est rendu compte que sur chaque sujet que nous abordions, on se retrouvait sur une espèce de ligne médiane. Et on s'est dit, mais c'est dommage un jour de pas en faire profiter, de pas choisir un nombre de thèmes et de donner chacune notre avis. Et avec Sandrine, dans ce livre, on fait comme nous faisons tous les deux aujourd'hui. C'est-à-dire, on s'est assises et sous forme d'un dialogue où le lecteur finalement est assis à côté de nous, dans un canapé. Il suit notre conversation sur des thèmes qui sont, justement, l'échec, sur la visualisation positive, sur la confiance en soi, l'intention. En quoi l'intention est prépondérante à l'action puis au résultat qu'on peut avoir dans la vie. Et c'était toujours de dire, c'est vrai que nous sommes des êtres spirituels. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent à traverser notre société qui est tellement en difficulté, tellement en souffrance, sont ceux qui ont quelque chose à l'intérieur d'eux qui les tire vers le haut, quelque chose de plus grand que nous. Mais c'est très important de garder les pieds sur terre parce que nous sommes des êtres humains ancrés sur terre et la terre est là pour nous permettre d'expérimenter nos intentions, nos actions, pour savoir qui nous sommes vraiment. Est-ce que vous avez le sentiment, Muriel, vous auriez pu tenir ce discours il y a 20 ans en arrière? Non, je pense qu'il y a l'âge. L'âge joue beaucoup quand même. L'âge, la maturité. Et l'évolution des mentalités aussi. Ah oui, non mais ça, c'est sûr que notre société, peut-être aurais-je été prête à aborder certains sujets, mais la société il y a 20 ans n'était pas prête à l'entendre. Ça, c'est une certitude. Alors, on a posé évidemment ces 4 questions. Comment trouver sa mission de vie? Comment mettre en place des projets? Comment comprendre les exigences d'une société de compétition? Parce que, mine de rien, la vie de tous les jours est une compétition, mine de rien. Et comment s'épanouir en développant sa spiritualité et en gardant les pieds sur terre, comme on dit. C'est en substance ce que vous évoquez et cette discussion que vous avez avec Sandrine Muller dans cet ouvrage qui est paru, je le rappelle, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. On va reprendre quelques points et vous allez nous donner votre opinion. D'abord, vous dites une très belle phrase parce qu'on se dit oui, mais Muriel, elle a réussi dans le sport de haut niveau parce qu'elle avait le talent pour. Le talent, vous évoquez la thématique du talent dans ce livre et vous dites ceci, le talent, ce n'est pas quelque chose que l'on a, mais quelque chose que l'on est. Oui. Parce qu'il faut comprendre d'où viennent nos talents. Et là, c'est parce que j'ai travaillé avec des chercheurs en neurosciences que j'ai pu comprendre. En plus, il faut savoir que les sportifs de haut niveau travaillent une grande majorité à l'INSEP. Et à l'INSEP, il y a un laboratoire de recherche de la performance qui inspire énormément d'ailleurs le monde économique, etc. Parce que les sportifs sont des espèces d'animaux bien bizarres. De laboratoire, qu'il faut expérimenter, qu'il faut apprivoiser, qu'il faut comprendre. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert que finalement, un talent, c'est pas quelque chose que vous décidez d'avoir. Nos talents viennent des connexions synaptiques que nous avons dans le cerveau. Donc, nous naissons avec des synapses, d'accord ? Et ce sont les neurones. Lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman, votre cerveau a créé son premier neurone. 9 mois plus tard, vous en aviez 100 000. Et ce qui est fantastique, c'est que ces 100 000 neurones vont aller se connecter 2 par 2 pour créer ce qu'on appelle les connexions synaptiques. Eh bien, nos talents dépendent justement de ces connexions synaptiques. Et un talent, c'est une façon de penser, d'agir et de se comporter. C'est une façon de penser, d'agir et de se comporter. Et c'est pour ça que tous les êtres humains sont si différents. C'est qu'on a un potentiel énorme de possibilités et que comme les neurones se connectent de façon totalement arbitraire, eh bien, on n'est pas tous connectés de la même façon. Et ça veut dire que tout le monde a ce talent. Oui. Alors, tout le monde a un potentiel de talent énorme. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous arrivez au monde avec ce potentiel.
Et puis, vous allez naître dans une famille. Dans cette famille, eh bien, soit vous êtes entouré de parents aimants qui vous caressent, qui vous portent, qui jouent beaucoup avec vous, qui vous parlent. Et ça va stimuler des connexions dans le cerveau. Les connexions qui ne sont pas stimulées se désagrègent. D'accord? Puis après, alors bien sûr, les enfants qui sont abandonnés, qui ne sont pas stimulés. Je sais que dans l'ex-Yougoslavie, au moment de la guerre de Ceausescu, il y a des tests qui ont été faits dans des orphelinats où on ne stimulait pas du tout les enfants, pas du tout. C'est-à-dire que tant que l'enfant ne pouvait pas tenir son biberon, on le tenait, mais on ne les caressait pas, on ne leur parlait pas. On ne faisait que les nourrir et on les laissait pour regarder comment l'enfant allait évoluer. L'enfant n'évoluait pas du tout, il restait à l'état d'animal. Donc, selon ce que vous stimulez votre enfant, vous allez développer et renforcer des connexions. Et puis, vous allez aller à l'école. Là, la petite enfance, on vous stimule encore. Et puis, à l'âge adulte, ce qui fait que quand vous arrivez à l'âge de 16-17 ans, vous avez la totalité de votre réseau neuronal qui est stabilisé. Et là, vous avez donc, vous pouvez commencer à partir à la découverte de vos talents naturels. Et encore une fois, un talent, c'est pas j'ai. Un talent, c'est je suis. Une façon d'être à la vie, une façon de penser, une façon d'agir. Vous avez des personnes, par exemple, qui sont des rebelles. Vous mettez un rebelle dans un univers comptable, par exemple, chez les comptables, mais ils vont tous le regarder comme ça en me disant, mais c'est quoi cet extraterrestre, c'est insupportable. Mais le rebelle, c'est sa façon d'être à la vie. Il est comme ça parce que les connexions synaptiques dans son cerveau sont plus puissantes que tout le reste. Mais les rebelles sont souvent des gens créatifs qu'on retrouve souvent dans les agences de publicité, chez les artistes, etc. Vous avez beaucoup de rebelles. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'artistes qui sont là à défendre des causes, etc. Parce que pour eux, c'est quelque chose c'est pas eux quelque part qui décident d'être comme ça. C'est qu'à la naissance, ils sont nés avec ça. C'est le cadeau de la vie. Donc, où on accepte ce cadeau et on en fait une force pour avancer et on est sur son chemin de vie, ou alors, on va à l'encontre de ça, soit parce que, on veut se conformer à ce que les autres voudraient qu'on devienne. Les parents, par exemple, qui vous vouliez peut-être, je ne sais pas, être un grand artiste, un grand journaliste, et papa a dit non, mon fils, tu feras tes études, tu deviendras avocat comme moi, ou tu reprendras mon entreprise, et l'enfant, il veut pas. Sauf que, face à l'autorité, et ça, les rebelles sont très bons. Je prends le rebelle, mais on peut prendre plein d'autres. Bien sûr, il y a plein d'autres catégories. Et donc, du coup, ou il se conforme, ou il s'émancipe. Et ça, c'est des choix de vie après. Quand on sait que vous avez commencé la natation toute petite, vous auriez pu avoir un autre talent? Alors, je sais que j'en ai deux très importants. Par exemple, donc un talent créatif. Chez moi, il est très fort. D'ailleurs, j'ai arrêté le sport, mais j'ai fait un sport artistique. J'ai commencé, quand j'étais toute petite, mon rêve, c'était d'être danseuse à l'Opéra de Paris. Ah. Voilà. Et la natation synchronisée, c'est une sorte de danse. Ah, mais c'est de la danse dans l'eau. C'est de la danse, c'est de la danse dans l'eau, on est bien d'accord. Hein. Sauf que je ne connaissais pas ce sport à l'époque. Donc moi, je voulais être danseuse à l'Opéra de Paris. Donc je prenais des cours et je préparais le concours. Le problème, c'est que j'ai grandi très vite. J'ai fait une poussée de croissance à l'âge de 12 ans et j'ai dépassé la taille autorisée pour passer le concours de l'opéra. Et comme j'aimais l'eau, mes parents m'ont dit, allez, on va t'inscrire en natation, tu vas apprendre à nager là. Mais c'est votre maman aussi qui était oui, mais elle est venue bien après. Bien après. Ah, bien après. Donc j'ai commencé à enchaîner des longueurs, mais j'étais pas Laure Manodou. C'est-à-dire, j'aurais jamais été une grande championne. Et pourtant, c'était l'eau. Et un jour, un entraîneur est venu dans mon club et il a monté une section de natation artistique, natation synchronisée. Et là, j'ai fait, waouh, c'est l'association de la danse, de l'eau. J'ai commencé ce sport et 2 ans après, j'étais en équipe de France. Waouh. Mais vous aviez cet objectif-là d'équipe de France? Ah, mais non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ah oui. Non, c'est arrivé. Vous ne faites pas partie de ces sportifs qui se sont projetés en disant, ça, c'est mon prochain objectif. Non. Non. Ça a commencé à arriver quand j'ai commencé à gagner des médailles au niveau européen. Au début, j'avançais, mais poussée par la passion de mon sport. Vraiment, ça m'habitait. Je ne rêvais que d'une chose, c'était d'être au milieu de l'eau, danser dans l'eau, c'était quelque chose de fabuleux. Et puis quand les médailles commencent à arriver, au début, vous avez 15, 16 ans, vous dites, oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, c'est génial.
Et là, vous commencez à vous poser des questions et à vous projeter. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais si je suis 3e au championnat d'Europe, c'est quand même génial d'être championne d'Europe. Quand vous êtes championne d'Europe, vous rêvez d'être championne du monde. Et voilà. Et après, il y a les JO, exactement, etc. Juste, quand vous parlez de cette accumulation de médailles, j'ai évidemment, comme ça, en mémoire, ce que vous avez évoqué juste avant avec le comportement de votre papa. Oui. Est-ce que là, à un moment donné, avec cette accumulation de médailles, de résultats, il prend conscience? Non. Toujours pas? Enfin, peut-être a-t-il pris conscience, mais en tout cas, il ne me l'avait pas dit. Ok. Il me l'avait pas dit. En revanche, après, bon, mes parents se sont séparés. Oui. C'était tellement douloureux, tellement difficile que je suis restée 20 ans sans parler à mon père. Ok. Et que c'est vers la fin de sa vie, quand il était très malade, que je me suis dit au début, je peux pas le laisser partir comme ça, sans nettoyer des choses, sans qu'on parle. Et au début, je l'ai fait vraiment pour moi, parce que je ne voulais rien avoir à regretter, de ne pas lui avoir dit des choses avant qu'il parte. Et sur les derniers mois de sa vie, on a beaucoup parlé, et c'est là où Dans votre ouvrage, bel ouvrage, hein, La sirène et le papillon, j'essaie aussi de ne pas être dans l'émotion que vous venez d'avoir il y a 2 secondes. On va boire un petit coup. Allez-y, reprenez un peu de thé. Vous parlez de l'intention. Et vous dites l'intention avec cette dualité entre l'énergie intérieure et l'énergie castratrice. Oui. Ça, il faut nous expliquer, c'est-à-dire c'est l'ambivalence qu'il y a entre le doute et l'incertitude? Non, c'est l'ambivalence qu'il y a entre cette pulsion intérieure qui nous donne envie d'avancer, de croire en des choses, et cette petite voix intérieure qu'on a dans la tête et qui nous dit c'est pas fait pour toi, ça, c'est pas possible. Et c'est vraiment ce combat. Et je me suis rendu compte en accompagnant les gens en coaching, etc., que cette dualité était très forte. C'est-à-dire que on sent qu'à l'intérieur de nous, on a envie de faire des choses, de réaliser. On a besoin d'avancer sur un chemin. Et ça, je crois que cette énergie positive, constructive qui nous habite vient de cette part de nous qu'on appelle l'âme. Parce que sur le chemin de la vie, la seule partie de nous qui sait pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous avons à réaliser, c'est l'âme, justement. Et puis à côté de ça, donc c'est une espèce, c'est une énergie qui nous habite, qui nous permet de rêver, d'y croire, de projeter des choses et tout. Et selon votre enfance, mais c'est à peu près chez tout le monde quand même, plus ou moins prononcé, il y a la petite voix intérieure qui vous dit, mais attends, pour qui tu te prends, quoi? Pour qui tu te prends d'oser penser que tu es capable de faire ça, de réaliser ça, et plus dans votre enfance vous avez entendu des oh mais t'es nul, tu y arriveras jamais, évidemment, et plus ça a donné de place à cette partie de vous, à cette voix. Et pour moi, cette voix, c'est l'ego. Parce que l'ego, il est là pour quelque part nous protéger. Il est là d'une certaine façon pour nous. Lui, il a besoin de confort, il a besoin d'être sécurisé. Donc l'ego, il sera toujours là à vous dire, mais attends, tu vas pas partir dans ce projet-là, tu y arriveras jamais, c'est impossible. Donc c'est pas fait pour toi, reste où tu es, tu vois tout ce que tu as, tu vas perdre tout ça pour aller ailleurs. Et si vous le dites pas, vous inquiétez pas, il y a plein de gens autour de vous qui vont vous le dire. Ça c'est sûr, oui, ça c'est sûr. Et puis il y a cette petite voix qui est l'âme, qui est là et qui vous dit, mais non, je sens à l'intérieur. Donc comment on gère ça? Et j'ai essayé avec Sandrine de l'expliquer le mieux possible et de donner des outils en quelque sorte pour permettre aux gens en toute conscience d'écouter cette petite voix intérieure. Ouais. Et vous dites que justement cette petite dualité qu'il y a entre les deux, c'est comme une danse, une danse un peu fluide que vous décrivez. Vous appelez ça la danse de la réalisation. Oui. Et oui, parce que dans cette danse, finalement, il y a trois parties qui entrent en jeu dans ce ballet. Il y a le créateur en vous, qui lui se projette, qui rêve, qui croit, qui se voit déjà dans le but atteint, etc. Et puis, vous avez le critique qui est à l'autre bout,
d'accord, qui lui alors va tout faire pour vous éviter. Et au milieu de ça, vous avez le réalisateur, la part de vous qui est là pour, ok, on va poser les choses à plat, on va réfléchir. Et finalement, ce réalisateur, il fait en sorte que jamais le créateur et jamais le critique ne se rencontrent. Il est là pour aller chercher chez le créateur ce qu'il y a de mieux en vous, et chez le critique, effectivement, tous les pièges possibles, etc. Mais c'est le réalisateur qui décide, qui pose la stratégie, en quelque sorte, pour atteindre l'objectif, et qui mène le bateau. C'est lui le capitaine. D'accord? Vous avez le soleil qui est toujours là, c'est-à-dire le créateur en vous qui dit « ça avance et tout ». Et puis, il y a celui qui tire derrière pour que le bateau il avance le moins possible. Et finalement, c'est une danse constante entre ces trois éléments en nous. Et c'est très important, finalement, d'avoir conscience des trois, d'accepter les trois, de pas dire bah non, allez, je laisse tomber l'ego. Non, il est là, il a sa raison d'être. Qu'est-ce que j'en fais pour qu'il devienne positif et un élément important? Mais quoi qu'il arrive, à l'intérieur de moi, c'est le réalisateur. Et souvent, les gens oublient que la vie est merveilleuse. C'est-à-dire que quand vous commencez à mettre en place un projet, elle mettra sur votre route et les événements et les gens qui vous aideront à avancer. Alors, garantir que vous atteindrez votre objectif, c'est pas possible. Mais quel que soit l'objectif que vous atteindrez, soyez bien sûr que c'est celui qu'il vous fallait pour apprendre sur vous. C'est tellement bien expliqué. Quand vous parlez de cette danse de la réalisation, d'ailleurs, pourquoi vous parlez de la stratégie Walt Disney? Quel rapport? Parce que c'est Walt Disney qui a finalement conceptualisé cette approche. Okay. C'est le grand monsieur Walt Disney qui a créé donc les studios Walt Disney, etc. C'est lui qui était un très grand créatif, qui a modélisé finalement cette théorie. Et sur la base de cette théorie, on en a fait des outils pédagogiques qui est pour pouvoir le rendre accessible à tout le monde. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne réussissent pas ou qui réussissent difficilement sont rarement ces réalisateurs? Ils sont soit des créateurs, soit l'extrême inverse, et ils n'arrivent pas à rester sur la brèche du réalisateur? On peut pas tirer de généralité parce qu'on est tous tellement différents, mais néanmoins, effectivement, c'est qu'il leur manque quelque chose. Il y a une part d'eux. Et alors, si vous démarrez un projet et que vous pensez que vous serez tout seul au départ et tout seul à l'arrivée à remporter les lauriers, alors là, vous vous trompez magistralement. Parce que les réussites individuelles n'existent pas. Et ça, à travers le sport, je le sais. Toute réussite est un travail d'équipe. Alors, votre équipe, ça peut être 2, 3 personnes autour de vous. Mais c'est ce que je dis, c'est que sur votre chemin de vie, la vie va mettre les gens qu'il vous faut. Après, c'est des questions de décision. Et moi, je sais que quand j'ai créé des grands spectacles aquatiques, qu'on fait le tour du monde et que c'était des très grosses productions, le résultat final, quand j'étais dans les gradins et que je regardais, je me disais, mais c'est quand même très loin de ce que j'avais imaginé. Et c'est les autres qui ont pris aussi le projet, les idées, qui les ont emmenés encore plus loin en y apportant leur créativité, leur technique, leur ingéniosité, qui ont fait grandir pour que ces spectacles puissent être joués partout dans le monde. À mon petit niveau, à moi, ce serait resté un bon petit truc français. En tout cas, c'est une consécration. Hein. Ça a fait le tour du monde. Oui, c'est vrai, c'était très bien. Wow, oui, c'est une consécration. Moi, j'ai vu des images, j'ai revu quelques vidéos, évidemment, sur YouTube, on en voit un petit peu partout, mais c'est absolument fantastique de monter. Alors, c'est une machine, hein. Ah, mais c'est gigantesque. C'est une production internationale, c'est des dizaines et des dizaines de techniciens. Quand on est parti au Japon, on avait 30 semi-remorques sur la route. Wow. 200 techniciens. Plus les artistes, etc. Enfin, c'était des grosses machines. Est-ce que vous ressentiez à cette époque-là la même adrénaline, le même plaisir, le même engouement que lorsque vous étiez sur un podium à recevoir une médaille? Oui, mais vécu autrement. C'est-à-dire que je me rappelle pour Crescendo, qui était le 2e spectacle aquatique, qui était joué à Paris, puis dans les villages de Disneyland Paris. Quand je me préparais, que j'entrais sur scène tous les soirs, puisque j'avais un rôle dans le spectacle, en plus de mettre en scène, tous les soirs je jouais comme si c'était le dernier soir. Parce que je ne savais pas ce que demain serait fait. Et je me disais, d'abord, les gens qui sont là, qui ont payé leur place, ont droit à la même qualité de spectacle que lors de la première, même si on était à la 150e représentation. Et puis moi, je me disais, faudra jamais que t'oublies
cette ambiance feutrée des gens qui regardent, qui sont debout à la fin, debout encore, hein, à la fin du spectacle, à applaudir, qui scandent votre nom, qui applaudissent les artistes qui sont autour de vous. Ouais, enfin voyez, encore une fois, ça, c'est des choses qui ne s'achètent pas avec de l'argent. Tout passe par l'émotionnel. Est-ce que vous considérez aujourd'hui comme quelqu'un qui a eu de la chance? Oui, bien sûr. J'ai eu la chance de comprendre assez vite et assez tôt et d'écouter ce qui résonnait en moi. Donc, je pense que je me suis assez rarement éloignée de mon chemin, de ce que j'étais venue réaliser. Mais quand je regarde en arrière et que je fais le point aujourd'hui, je me dis que finalement, tout ce que j'ai vécu n'a été là que pour me permettre aujourd'hui de faire avec mon association ce que je transmets aux gens qui passent dans mon association. Alors, juste un mot sur l'association. J'avais le nom parce que mais où est-ce que je l'ai mis? J'ai un rêve. J'ai un rêve, voilà, Ouais. pardonnez-moi. J'ai un rêve. C'est une association que j'ai créée il y a 21 ans maintenant, parce que je lançais un spectacle dans la maison des esclaves sur l'île de Gorée au Sénégal. Et c'était le spectacle Freedom, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Freedom. Et on est resté 10 jours dans cette maison qui a été fermée pour nous, ce qui est extrêmement rare parce que c'est un lieu emblématique de la traite négrière, etc. Donc, et le président Ouad à l'époque et le président Chirac s'étaient mis d'accord pour qu'on puisse présenter ce spectacle-là, qui était vraiment un symbole de l'amitié franco-sénégalaise. Et 10 jours dans cette maison, ça m'a totalement bouleversée. C'est-à-dire que j'ai compris que oui, j'avais été la sportive incroyable qui était capable de lever des montagnes. Il y avait la businesswoman, qui avait réussi aussi à réaliser ses rêves, mais la femme que j'étais, je savais pas qui j'étais. Compte. Il y avait la performeuse et la chef d'entreprise. Mais au milieu de ça, et tout d'un coup, cette rencontre avec l'Afrique, avec le Sénégal, m'a ramenée à qui j'étais profondément. Et du coup, j'ai commencé à monter une ONG là-bas. Parce que je me suis dit, mais j'ai eu la chance de réaliser mes rêves dans la vie. C'est une telle chance que faut la partager. Et en plus, autour de moi, j'avais tellement de gens qui me disaient, mais moi, de toute façon, je pourrais jamais réaliser mes rêves. Ah, non, venez toujours à ça. Et je leur disais, mais si, vous pouvez, mais non, puis comment faire? Mais toi, t'as de la chance. Voilà, c'est toujours ça, j'entendais. Et là, tout d'un coup, je me suis dit non. Et je vais passer du temps à leur expliquer que eux aussi peuvent réaliser leurs rêves, qui ne seront pas évidemment les miens, mais qui sont autres, et peu importe. Et concrètement, comment est-ce que ça, quelques exemples, vous avez des exemples de gens qui ont réalisé leurs rêves grâce à l'ONG, grâce à l'association? Oui, parce qu'on a commencé à construire des écoles, ça c'est la première des choses, c'est réaliser son rêve, c'est d'abord il faut avoir un peu d'éducation. Un peu d'éducation, bien sûr. Ouais. Donc c'est la première des choses, donc on a construit pas mal d'écoles, entre Saint-Louis et Matam, donc tout le long du fleuve Sénégal, on y restait 10 ans. On a fait des échanges entre les enfants sénégalais et les collégiens de quartiers très défavorisés à Paris et région parisienne. Donc déjà là, ces rencontres, ces échanges, au début autour du sport et de la culture. Donc on leur faisait ensemble créer un spectacle qui toujours parlait de respect et de tolérance face au racisme. Ça commence par ça, quoi. C'était pas des enseignements théoriques, on leur apprenait pas le français ni rien, on leur apprenait à être des êtres humains. Des êtres humains, avec leur humanité. Et à se connecter à ça. Et à regarder l'autre avec sa propre humanité. Donc, on a démarré comme ça. Et puis, petit à petit, on a dû se retirer du Sénégal à l'époque où les journalistes français ont été kidnappés au Mali, où le RAID est allé les chercher. Et là, le gouvernement français nous a dit, c'est dangereux. Donc, on s'est retiré et on a commencé à développer des programmes en France pour les jeunes. Alors, de quartiers défavorisés. Puis, petit à petit, ça s'est étendu. Et maintenant, depuis 10 ans, on accompagne les jeunes dont la majorité sont décrochés du système scolaire sur le chemin de l'emploi, sans formation, sans qualification. Et il y a à peu près 5000 jeunes de 13 à 22, 23 ans qui sont passés chez nous. Alors, tous n'ont pas réalisé leur rêve parce que, de toute façon, on ne peut pas le réaliser à leur place. Bien sûr. On ne peut être qu'à côté à les accompagner. Et c'est eux qui doivent faire le chemin. Et vous avez un exemple de rêve réalisé? Est-ce qu'on a... Ah ben oui, alors, je vous donne un exemple. Dernièrement, c'était il y a 6 mois à peu près, on accompagne les jeunes de 3 à 6 mois chacun. On a pris un jeune, il n'était pas sorti de sa chambre depuis 2 ans.
il ne sortait, donc c'est une phobie sociale, une phobie scolaire, une telle peur du monde extérieur que le gamin, il avait 16 ans et demi, il s'était enfermé chez lui, il ne sortait même pas de sa chambre pour aller manger avec ses parents. Ça vous donne une idée. Wow. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Aujourd'hui, on a des jeunes qui souffrent pas de mal-être, qui ont des pathologies psychologiques, physiques, émotionnelles. Ils sont comment dire, broyés par la société qui nous entoure et la perte de repères dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ce gamin, il nous a rejoints parce que il allait avoir 17 ans et puis il s'est bien rendu compte qu'il allait falloir qu'il sorte de chez lui à un moment donné. Mais dans ces cas-là, ça commence juste par leur apprendre à ouvrir la porte de la chambre pour faire un pas à l'extérieur. Puis quand on ouvre la porte de la chambre, faut ouvrir la porte de la maison pour aller marcher dans le jardin. Et finalement, ce jeune garçon, lui, sa fenêtre vers le monde extérieur, c'était son ordinateur. Et lui, c'était un pur créatif. Donc, il avait téléchargé des logiciels de programmation, des trucs. Il s'était fait il s'était perfectionné dans un domaine qu'il sentait, où il était à l'aise parce qu'il était sur son talent. Et finalement, on a réussi à l'amener petit à petit à retourner vers le monde extérieur, parce que j'essaye souvent de leur expliquer que le monde ne va pas sonner à leur porte. C'est clair. Personne ne sait qu'ils existent, à part leur famille et leur entourage, mais personne ne sait, donc personne n'ira les chercher. Ça va être à eux d'aller faire « coucou, j'existe, je veux trouver ma place dans la société, je veux trouver ma vie ». Et du coup, petit à petit, alors lui, ça a duré 2 ans. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est graphiste. Il est graphiste? Il est graphiste. Magnifique. Aujourd'hui. Donc voilà, et comment vous dire? Et c'est là où la vie prend tout son sens. Vous vous dites, ce que vous faites, ça a du sens. Ça a du sens. Alors à l'âge de 20 ans, je me posais la question. Ma foi, 40 ans après, je l'ai trouvé. 40 ans. Dans votre livre, coécrit avec Sandrine Muller, je rappelle, ça s'appelle, on le voit partout d'ailleurs sur l'écran à chaque fois, La sirène et le papillon. La sirène étant vous, évidemment, le papillon étant Sandrine, bien évidemment. Parce que c'est l'emblème de la spiritualité. C'est l'emblème de la spiritualité, bien sûr. On parle vous parlez de la foi, vous parlez de ce fameux lâcher prise. Il y a une définition, quelqu'un nous a dit un jour, moi je déteste le mot lâcher prise, je préfère lâcher du lest. Oui. Le lâcher prise est synonyme de je lâche, je tombe. Oui, absolument. Puis je lâche et je fais plus rien. Et je lâche et je fais plus rien. C'est vrai. Alors que les lâcher prise, il y a toujours cette sécurité et puis lâcher du lest. Ouais. Lâcher du lest, pardon. Et ce lâcher du lest, on permet effectivement de lâcher comme ça, délicatement, petit à petit et sans brutalité. Oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut laisser un espace. Parce que les gens aujourd'hui ont beaucoup peur. Donc quand on a peur, on a envie et besoin de tout maîtriser. Maîtriser le temps, maîtriser ce qui va se passer, maîtriser la famille, maîtriser l'entourage et tout, le travail. Le problème, c'est que si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie, il faut faire un peu d'espace pour que de nouvelles choses ou de nouvelles personnes arrivent. Et c'est vrai que je trouve que lâcher du lest est intéressant parce que on lâche, mais on sent qu'on tient toujours malgré tout. Absolument, il y a une sécurité. Voilà, mais on laisse un espace. Et on laisse un espace. Et c'est dans cet espace-là que les choses peuvent arriver. L'estime de soi. Wow. L'estime de soi, la confiance en soi, et vous dites que l'estime de soi amène à la confiance en soi, évidemment. Est-ce que l'estime de soi était quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé? Ah oui. Oui. J'ai démarré ma vie à 14-15 ans. Je ne prenais jamais la parole, tellement je manquais de confiance en moi. À l'école, d'ailleurs j'ai une scolarité totalement merdique, je peux le dire. Ah vraiment, c'est le terme qui convient d'ailleurs. Je suis déscolarisée. Pourquoi aujourd'hui j'accompagne les jeunes déscolarisés? Parce que j'ai vécu ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, à 15 ans, on m'envoyait au tableau, mais je me mettais à pleurer. Tellement, quelque chose se nouait ici. Et d'ailleurs, j'ai perdu ma voix, vous avez vu. C'est peut-être parce que je savais ce qui m'attendait en venant me voir. J'aurais dû faire attention. Vous en sortez bien. Et du coup, j'ai passé ma vie à chercher ma confiance en moi. Et malgré mes médailles, malgré la notoriété, malgré tout ce que j'ai pu obtenir, je n'avais pas confiance en moi. Même dans la période au plus haut niveau de votre carrière. Vous savez, c'est arrivé à 15 ans. J'ai touché la confiance en soi à 15 ans. Au championnat du monde,
quand je suis devenue championne du monde à l'occasion des Masters. Alors, je suis devenue championne du monde dans ma catégorie, mais aussi toutes catégories confondues. Donc, j'ai battu des jeunes qui avaient 25 ans. Là, j'ai compris ce que c'était que la confiance en soi. Et tout d'un coup, c'est quelque chose qui s'en va de vous. C'est très étonnant. Je m'attendais à quelque chose qui allait arriver, mais non, au contraire. C'est comme si vous étiez épuré de quelque chose. Vous laissiez derrière vous des bagages qui sont trop lourds. Et je sais aujourd'hui que, quoi qu'il arrive dans ma vie, je peux avancer sereine parce que j'ai à l'intérieur de moi les ressorts qu'il faut pour trouver les solutions. Alors, je sais qu'au fond, il reste un petit talon d'Achille fragile qui sont mes enfants. Parce que s'il leur arrive quelque chose, évidemment là. Mais pour le reste, c'est la confiance en soi, c'est ce sentiment, cette certitude même, que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous avez en vous les leviers, les ressorts pour dépasser les difficultés et trouver les solutions. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui que votre nom est gravé dans le marbre de l'histoire de France? Non mais sérieusement. Oh, c'est pompe tout ça. Non mais sérieusement. Non, je me rends pas compte. C'est vrai. On n'est que de passage. Non mais peut-être. Mais vous avez touché le Graal, quoi. Je veux dire. Oui. Aujourd'hui, votre nom, il est inscrit quand on parle de, bon, là, dans votre discipline et dans le sport de haut niveau, il y a votre nom pour l'éternité. Oui, Vous laissez quelque chose. Est-ce que le fait de laisser quelque chose est une notion, un sentiment que vous aviez envie de non, de j'ai pas cherché vraiment à laisser quelque. Mais en revanche, quand j'y pense, je voudrais laisser une traînée, comme vous savez les traînées des étoiles filantes, ces espèces de poussières qui restent derrière, et que ces poussières, elles puissent être vues par plein de gens qui diront waouh, elle a fait quelque chose dans ma vie. Ça c'est génial. Ah, vous n'allez pas à chaque fois. Ah, je suis désolée. C'est vous qui m'amenez là. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Ouais, mais c'est ça qui est beau. C'est ça. Est-ce que vous êtes une femme de 50 ans? Est-ce que. Oh non. Vous êtes une femme de 50 ans? Ah, je vous adore, merci. Vous êtes une femme de 50 ans. On dit que c'est sans doute un des plus bels âges. Oui. C'est une femme. Ouais. On voit même, il y a même des gros titres de journaux féminins qui disent 50 ans et alors. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, il faut vraiment, hein, merci d'aborder ce sujet. Il faut vraiment dire à toutes les femmes de plus de 50 ans de ne pas avoir peur. Parce que c'est là où tout d'un coup, vous avez la maturité, vous avez la force intérieure. Alors oui, souvent, c'est un moment où, justement, dans la vie, vous pouvez bifurquer vers quelque chose que vous voulez profondément pour vous. 50 ans, vous avez une première partie de vie, vous avez les enfants, qui sont plus ou moins grands quand même, il va bien falloir les lâcher à un moment donné, donc vous pouvez revenir à vous et à faire de ce qui reste de votre vie un joli chemin d'épanouissement. Et bien sûr, ça va imposer des décisions, des choix, des réflexions. Il faut bien comprendre dans la vie que pour avancer, il faut accepter de renoncer à certaines choses. Parce qu'on ne peut pas tout avoir et penser pouvoir acquérir ça en plus, puis ça, ce serait trop injuste qu'il y ait des gens qui aient tout, et puis finalement d'autres qui aient rien. Donc, quand on a déjà, à 50 ans, on a déjà pas mal de choses dans notre vie. Qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, à renoncer, pour acquérir de nouvelles choses? Et c'est là où on peut vraiment, je pense que c'est un deuxième souffle. Et qu'est-ce que vous avez lâché? Qu'est-ce que j'ai lâché? J'ai lâché ma vie familiale. J'ai lâché. C'est vous dire que j'ai pas tout réussi dans la vie. Hein. J'ai échoué dans le sport. Non. Si, non. Vous n'avez pas atteint un objectif que vous étiez fixé. D'ailleurs, sortez-moi cette magnifique médaille que vous avez cachée sous le canapé. Parce que voilà, ça c'est laquelle celle-là? C'est Kazan justement. Wow. Et vous savez, j'en ai dans une boîte. J'ai plein de médailles. Ah oui. Mais j'ai voulu vous l'amener parce que celle-ci, elle a une saveur particulière. Avoir repris la compétition à 52 ans pour gagner les championnats du monde, même devant des jeunes, ça m'a fait prendre conscience que, en regardant cette médaille, je me suis rendu compte que c'est quoi sa valeur? Et c'est une médaille d'or qui n'est même pas en or. Oui, je sais bien. Vous pouvez l'acheter 50 € à la boutique du coin. Je me dis la même chose à chaque fois que je vois des remises de médailles. Je me dis, ils ont tellement donné, tellement souffert pour atteindre ça, que parfois on se demande. Ben oui.
50 € à la boutique du coin. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'en fait la valeur? Ouais. C'est tous les moments de doute qui ont été dépassés, tous les moments d'effort, de peur surmontée. À l'époque, je vivais seule avec mes 2 fils et la complicité que cette reprise de compétition a générée entre nous, c'est tout ça qui fait la valeur de la médaille. Et finalement, j'ai compris que c'était pas les objets qui nous construisent, mais c'est le chemin que nous parcourons pour les atteindre. Ce ne sont pas les objets qui nous construisent. C'est le chemin que nous parcourons pour les atteindre. Parce que c'est eux qui nous permettent d'aller chercher en nous ce courage, cette persévérance, ces doutes qu'on est obligé de dépasser. Qu'est-ce que vous aviez besoin de vous prouver à 52 ans, de reprendre un championnat du monde des vétérans en Russie? Pourquoi faire? Pourquoi? Pourquoi? Alors, au départ, je l'ai fait, c'était pour prouver à mes clients, à mes coachés, puisqu'aujourd'hui je suis coach, alors coach en entreprise et coach pour les jeunes. Et beaucoup de mes clients me disaient, oui, mais Madame Hermine, c'est bien beau ce que vous nous dites là, mais gagner des médailles à 20 ans, c'est facile, mais gagner nos propres combats à nous à 50, 60 ans, c'est pas possible. C'est une autre histoire. Exactement. À un moment, alors 1, 2, 3, puis au bout du 4e, 5e client qui me dit ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai, je porte un discours qui est quand même un peu décalé. Donc, comment leur expliquer que je suis convaincue qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves? Et comment je pourrais incarner ça pour qu'ils n'en doutent plus? Et finalement, je me suis dit, OK, dans toutes mes vies, sportives, artistiques, humanitaires, machin, à quel moment je me suis le plus appuyée sur mes talents. Donc, talents artistiques, et je me suis dit, c'est dans le sport, il faut que je revienne au sport, et c'est par le sport que je vais prouver qu'à 52 ans, on peut être meilleur que des jeunes qui ont 20 ans. Wow. Donc, j'ai repris la compétition. Mais je me levais pas le matin pour aller décrocher une médaille comme je faisais à 20 ans. Mais je me levais le matin pour vivre une vie de femme, c'est-à-dire mes 2 enfants, l'intendance de la maison, le boulot, et comment dans une petite vie de 24 heures que vous donne chacune de vos journées, vous pouvez trouver un moment pour réaliser votre projet à vous. Et c'est là où ça m'a fait toucher du doigt le renoncement. Au fait que, je veux un titre, d'accord, mais je suis prête à abandonner quoi dans tout ça? Il a fallu que je renonce à certaines choses de ma vie pour pouvoir trouver ces 3 heures par jour quand même, ce qui était déjà énorme. Ce qui est beaucoup. Hein, ouais. Et pour avancer petit à petit. Et plus j'avançais, et plus officiellement je disais, je le fais pour mes clients et tout, et plus au fond de moi je me disais, mais t'as quelque chose à réparer. C'est pour ça que je vous pose cette question. C'est Séoul. Eh oui. Et à l'époque, je me rappelle très bien que mon grand garçon, qui avait à l'époque 11 ans, quand j'ai expliqué à mes enfants entre la poire et le dessert que je voulais reprendre la compétition, j'ai mon grand m'a regardé en disant, mais maman, la claque de Séoul, ça t'a pas suffi? Tu veux perdre encore une fois? Voilà. Je voulais pas le voir, j'y pensais, mais je mettais ça de côté et je me disais, ouais, il a raison. Et le petit, de surenchérir, lui, il avait 6 ans à l'époque. Oh là là, mais tu vas être has-been, je vais avoir l'air de quoi? Moi, dans la cour de récréation, tout le monde va se moquer de moi. Oh là là. Parce que ta mère, elle reprend le sport à 50 ans. Et j'ai fait, mais la pression. Ouais, les enfants, c'est terrible. Ah ben non, mais c'est sûr. Hein. Et ils avaient raison tous les deux. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai. Donc, j'ai essayé de donner du sens à chacune des journées qui m'a conduit de la décision jusqu'au titre. Chaque jour, je me disais, n'oublie pas pourquoi tu fais ça. N'oublie pas pourquoi. Et le pourquoi est toujours la source de notre motivation, de notre intention. On en revient au livre, justement. Quelle est mon intention? Parce que l'intention engendre les actions qui engendrent les résultats. Donc, vous avez réparé Séoul. J'ai réparé Séoul. Donc, vous avez réussi. Donc, j'ai réussi. Donc, j'ai trouvé confiance en moi. C'est probablement ça, au bout du compte, la plus grande réussite. Bon, et le petit dernier, il était content de se dire, d'arriver à l'école en disant, eh ben maman, elle est championne du monde. Oui, il était super fier, évidemment. Ouais. On va terminer, Muriel. Il y a tellement vous êtes tellement inspirante. Je comprends que vous coachiez aujourd'hui des tas de gens et que vous soyez aussi influente auprès de ceux et celles qui ont ces doutes. Et il y a énormément de gens qui nous regardent, de femmes chefs d'entreprise, d'hommes et de femmes qui ont des désirs, mais qui restent à l'état de désir et qui ne franchissent pas le cap.
Et on sent bien que voilà, vous êtes quand même l'exemple de ce qu'il est possible de faire. Je voudrais qu'on termine avec cette phrase. J'ai créé les manifestations de mon esprit. C'est vous qui le dites dans le livre. J'ai dit ça? Ouais, vous dites ça dans le livre. Waouh, je m'en souviens même pas. J'ai créé les manifestations de mon esprit. Oui, parce que j'ai été inspirée. C'est-à-dire qu'il y a eu souvent des moments où je me disais, après le sport, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Et finalement, tout ce que j'ai pu faire m'a été inspiré. C'est-à-dire les spectacles, je voyais les images. Donc j'avais plus qu'à écrire ce que je voyais. L'association et les programmes pédagogiques que j'écris pour les jeunes aujourd'hui, ils me viennent naturellement. Je ne fais aucun effort. Et vous canalisez? Je sais pas si on peut dire ça. Je me pose pas trop cette question parce que si j'y réponds, j'ai peur que ce soit mon ego qui fait ah ouais t'as raison, tu canalises et c'est vachement bien. non, je le laisse là où il est. Je lui dis tais-toi, laisse-moi avancer tranquillement. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette inspiration, il y a une quête d'amener quelque chose de puissant pour faire avancer les gens dans leur propre vie. Et vers, encore une fois, je veux vraiment dire, je n'ai pas tout réussi, mais c'est dans ce que j'ai pas réussi que j'ai le plus appris. Donc il ne faut pas avoir peur de pas atteindre les objectifs ou que les choses ne se déroulent pas. Mais quand on donne du sens à chaque chose que nous faisons, on a toujours sur l'autoroute de notre vie des petits sentiers où on peut sortir pour s'arrêter, comprendre, prendre d'autres décisions, puis revenir sur l'autoroute après. Enfin, je veux dire, c'est nous qui traçons notre route. Est-ce qu'on reste une compétitrice toute sa vie quand on l'a été aussi haut niveau que vous? Oui, je pense. Je pense aussi. Ouais, le mental que vous avez aujourd'hui, il est le même que quand vous aviez 15 piges. Oui, je pense. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Quitte à faire, enfin, mon leitmotiv, c'est quitte à faire, autant faire bien tout de suite. Et donc, je laisse assez peu de place à, l'approximative dans ma vie, quoi. Ce qui veut dire que quand on est, quand on a une maman comme Muriel Hermine, ça met un peu la pression quand même, non? Ben ouais, c'était dur pour mes fils. Ouais. Et j'y fais très attention à ça. Parce que justement, mon grand était très bon en sport. Et tous les sports qu'il touchait, tout très vite, il arrivait au niveau départemental, etc. Mais dès qu'il arrivait à un niveau, il s'arrêtait. Et vous savez, on a 2 minutes? Oui, bien sûr. Je vous explique un jour... alors, mon fils fait 2 mètres, donc je suis très grande, mais mes fils sont beaucoup plus grands que moi encore. Et un jour, il avait 16 ans, et à chaque fois, j'ai fini par comprendre qu'il ne voulait pas aller sur le terrain sportif de sa mère. Probablement parce qu'il se disait, mais moi, je serai jamais à son niveau aussi forte qu'elle et tout. Puis un jour, on était à la piscine et il me dit, ah tiens maman, on fait une compète. Alors je dis, oh bah oui. Et moi, en compétition, je les laissais toujours gagner, mes enfants. On faisait un 50 mètres en crawl ou 100 mètres. Je me disais, ou alors on arrivait ensemble. Parce que j'aime bien gagner aussi. Donc et donc le petit me dit, ouais, je vais à l'autre bout, maman, je regarde pour pas qu'il triche, etc. Et puis on est tous les deux. Le petit annonce le départ. Top, on s'élance. Et je commence à nager un peu cool, tranquille, en me disant, hein. Puis tout d'un coup, je regarde sur un mouvement de crawl, et je voyais ses hanches au niveau de ma tête. Ça veut donc dire qu'il avait déjà pris presque une longueur d'avance. C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'accélère, il arrive avant moi. Et là, ça m'a piqué. Je lui dis, ah non, là, c'est pas possible, mon fils, on recommence. Et dans ma tête, je me suis dit, là, je ne le laisse pas gagner. On recommence, il plonge. J'ai donné tout ce que je pouvais et il m'a battu. Il a une envergure aussi de 2 mètres, hein, donc ça aide. Hein. C'est l'excuse que je me suis donnée, que je ne l'ai pas donnée, hein, que je me suis donnée. Mais il m'a battu sur mon terrain, qui était la piscine, qui était l'eau. Bien sûr. Ça l'a libéré. Ah. De ce jour-là, mon fils s'est mis à sourire. Tout le monde me disait, mais t'as un enfant adorable, il sourit. Avec moi, il souriait jamais. Il était toujours très sérieux. Pour lui, c'était toujours très carré. Le fait d'avoir battu, d'avoir tué la mère, en quelque sorte, hein, l'image de la mère. Et la compétitrice. Et la compétitrice, à succès. Absolument. Fait que ça l'a libéré, ça l'a révélé. Il a une vie qui est géniale maintenant. Il est excellent dans son domaine. Il est ingénieur dans les nouvelles technologies. Mais il n'est pas allé dans le sport. Mais néanmoins. Il faisait quoi comme sport?
Oh bah, il a commencé par le tir à l'arc, il était champion régional, puis il est passé à l'équitation, puis après au golf, au tir à l'arc. Puis à un moment, j'ai fait, mais mon chéri, il faut, quand t'es quelque part, essaye d'aller un peu plus loin. Bah oui. Ah non, non, systématiquement, il changeait. Et le petit? Et le petit... Qui fait 2,2 m, mais petit non, quand même. il va 1,90 m, lui. Et Et en sport aussi, il a une discipline sportive qu'il... Non? Non, pas plus que ça. Non, lui, c'est du parcours. Alors, lui, il a le tempérament de sa mère, c'est-à-dire c'est un compétiteur. Il a fait du parcours, donc vous savez, c'est les sauts des jeunes qui grimpent sur les immeubles, qui sont d'immeuble en immeuble et tout. Mon Dieu. Mais il a besoin de cette adrénaline. Et le sport amène ça. Ce besoin d'adrénaline, ce besoin de surpassement, etc. Il s'est un peu calmé, parce que il y a des moments, ça a quand même été limite dans sa vie. Et aujourd'hui, mais il déteste l'école. Il déteste l'école et ça allait me chercher moi dans mon enfance, qui était si mauvaise. Je lui disais mais ne t'oblige pas à continuer l'école. Et là, il vient de terminer un master en commerce international. Il part pour un double diplôme central. Et je lui dis mais arrête-toi. Il me dit non, il me manque quelque chose. Donc il a pas touché son étoile. Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de similitudes qu'il y a avec votre vie? Mais oui, bien sûr. C'est incroyable. Mais je le regarde. Et je suis là et j'essaye de pas être là tout en étant là, de rien ne projeter sur lui parce qu'il a sa propre vie à faire mais je le regarde. Mais de vos deux fils. Oui. L'impact que en fait ils reprennent et ils répercutent dans leur vie ce que vous avez vécu. Oui. C'est incroyable. Oui. Et je pense qu'on ne choisit pas sa famille par hasard. C'est sûr. La sirène et le papillon, c'est écrit avec Sandrine Muller. C'est un très bel ouvrage, c'est bourré de conseils. Il y a plein d'exercices aussi à l'intérieur pour que vous puissiez mettre en pratique, parce que c'est ça aussi. Il y a la théorie, les grands mots, et puis la mise en pratique. Tout à Donc fait. c'est un petit bijou ça. Il faut garder ça. C'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et j'embrasse Martine, l'attachée de presse au passage, voilà, qui fait un travail remarquable et qui est dans la lignée des personnes qui sont importantes aussi et qu'on aime, avec lesquelles on aime travailler. Merci infiniment, Muriel. Oh, merci. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Merci à l'équipe. Prochaine étape. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je lance sur le Valois-Perret un programme pour les enfants déscolarisés, mais parce qu'ils sont harcelés. J'allais vous poser la question et j'allais vous dire, c'est bien ce que vous faites en Afrique, mais chez nous aussi, il y a des choses à faire. Ah oui, non, mais ça fait maintenant 10 ans qu'on est sur le territoire français. Ouais. Et là, le harcèlement scolaire est devenu une cause nationale que le Sénat a entérinée. Et avec le lycée Léonard de Vinci, on lance un programme. Ils ont 1700 élèves. Et sur les 1700, il y en a 440 qui sont répertoriés en très grande souffrance psychologique et scolaire. On va s'occuper d'eux. Est-ce que votre nom vous permet d'ouvrir certaines portes aux plus hautes instances politiques? Non. Non? Pas parce que le thème du harcèlement, je crois que l'épouse du président de la République s'intéresse à cette thématique-là. Absolument. Et essaie de se mobiliser aussi pour faire des choses. Tout à fait. Merci beaucoup, Muriel. Merci, c'était un vrai bonheur. Vous devriez faire de la radio ou de la télé. Quand est-ce qu'on démarre? C'est quand vous voulez, vous êtes chez vous ici. Moi, j'adorerais avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci à tous. Vous allez commenter, évidemment, vous partagez, je l'espère, procurez-vous l'ouvrage. Il y a un petit bouton juste en dessous de cette vidéo avec le lien. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.